Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire écho aujourd'hui à un article publié par Arthur Hayes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le co-founder de BitMEX, une grosse personnalité quand même de la crypto, gros holder qui vient de la finance traditionnelle, etc. et qui évidemment a trouvé pure market fit dans l'environnement crypto. Libertarien, bref, enfin je vous laisserai éventuellement culturer votre connaissance de son profil psychologique. Moi personnellement, c'est une des rares personnes que je suis depuis des années dans l'écosystème crypto, de par la fait qu'il remplit pour moi toutes les cases des personnes compétentes à qui je prête mon attention. Tant par la qualité de ses raisonnements que par la qualité de la construction de ses articles divers et variés, de la couverture extrêmement large des sujets qu'il peut traiter et de la compétence somme toute relative, mais très largement supérieure à la moyenne de ce qui se fait sur Internet en termes de capacité à traiter ses contenus convenablement. Bref, donc pour ma part, c'est une des personnalités qu'il faut absolument suivre. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite évidemment à vous renseigner un peu. Comme toutes les personnalités réellement intéressantes, il n'est évidemment pas absent de ces différentes controverses. Je vous dis, souvent les personnalités intéressantes sont légèrement teintées de controverses, ce qui ne manque pas d'être le cas pour cette personne-là. Donc évidemment, comme d'habitude, creusez le profil. Cette personne n'est pas un ange tout droit descendu du ciel et du Saint-Esprit, mais bien quelqu'un qui n'est pas tout blanc ni tout noir. Voilà. Bref, ceci dit, trêve de cette introduction, juste quand même, je voulais donc traiter la couverture de la personne. Donc pour dire encore une fois, je ne lis pas n'importe quel type d'article et je ne prête pas d'attention à n'importe qui. Donc je pense que cette personne pourrait valoir votre intérêt si vous ne la connaissez pas déjà. Voilà. Ceci dit, donc comme d'habitude, ce n'est pas vraiment la personne en soi qui nous intéresse. Ici, c'est plus de dire, comme d'habitude, quand vous allez devoir vous taper un article avec autant de mots, etc., autant vous assurer de la qualité. Mais là, par contre, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a produit des contenus régulièrement et avec un niveau de qualité constant depuis très longtemps, prenez le temps de lire ces personnes. Bref, ici, je voulais en parler tout simplement aussi donc pour la partie des gens qui, d'une, ne connaissent pas du tout Arthur Hayes, et pour la partie des gens qui ne parlent pas du tout anglais, puisque malheureusement, c'est un anglophone, il va donc écrire en anglais. Bref, ceci dit, je voulais traiter de ce sujet spécifique depuis un moment, et le fait de l'avoir vu ici traité me semble très important parce que donc ça c'est une thématique qu'on ne peut pas traiter simplement sur la chaîne des cosmonautes, etc. On est sur des sujets longs, complexes et sur des projections futures, donc sur toute la partie forecast, ça je garde encore évidemment ici. Et voilà, donc je voulais traiter de ces systèmes de points parce qu'évidemment donc, je vois plusieurs personnes que j'ai tendance à suivre commencer à construire des raisonnements intéressants autour de ces sujets-là que j'ai déjà abordé pas mal de fois avec vous dans les live rooms ou autres. Pour faire référence donc à ce système, puisque donc je vois ça dernièrement traité de façon complètement stupide et irrationnelle, ce narratif donc des airdrops, de la chasse aux airdrops, etc. et tout ça. Donc on va pas se mentir, il y a un côté donc narratif, un peu stupide, dumb-money, un peu faisant similaire pour moi à la folie qu'on a pu voir par exemple sur le précédent cycle avec le DeFi Summer, ces gens qui faisaient du farming de yield complètement fou furieux, avec tous les risques que ça comportait évidemment. Je pense que la même chose se retranscrit sur ce cycle, sur ce narratif des airdrops, à savoir donc cette nouvelle méthodologie de distribution d'argent supposément gratuit et magique, au même titre, encore une fois, que l'était le yield farming en 2021, des tokens créés à la valeur ex nihilo, distribués à des gens qui prenaient des risques réels pour des gains hypothétiquement futurs. Bref, encore une fois, il ne fallait pas être le dernier dans ces différents schémas de Ponzi, pour certains, évidemment, qui l'avaient fait avec outrance. Ceci dit, la base du raisonnement était bonne, toujours, encore une fois, l'incentive DeFi, etc. C'est un système qui a perduré bien au-delà de la bulle de 2021 et de son crash monumental derrière. Mais en attendant, il fallait en tirer les leçons. Je pense qu'on se dirige sur la répétition de ce cycle-là, c'est-à-dire avec un narratif complètement débile d'airdrop, qui va évidemment être extrêmement dangereux s'il n'est pas géré correctement, mais que probablement quelque chose de durable va émerger de tout ça. Et donc, il y a des raisonnements intelligents à tirer de ce qu'on risque de manger, c'est-à-dire
dire une période assez folle d'airdrop, etc. Je vous ai déjà préparé longuement à ces différents sujets pour ceux qui regardent, puisque je vous ai déjà dit, faites attention et n'attendez pas encore une fois que le narratif se déclenche pour agir correctement sur les blockchains. N'oubliez pas et n'oubliez jamais que ces blockchains sont immuables et que l'activité que vous avez sur vos comptes est donc intégralement retranscrite dans ces ledgers publics. Ça veut dire qu'on peut remonter jusqu'à votre toute première transaction et qu'évidemment, étant dans la pseudonymité cachée de vos adresses de wallet, concrètement, vous pouvez maintenir un niveau de flou en, on va dire, obfusquant certaines choses, en passant soit par des layers de privacy, soit en complexifiant les chemins de transaction via différents routings, etc. Bref, tout ça, on a pu le voir et je vous montrerai différents exemples. Ces manipulations on-chain, elles sont visibles. Elles peuvent être masquées temporairement pour qu'un œil humain ait du mal à suivre, mais concrètement, ça reste immuable et infalsifiable à terme. On finira toujours par détecter ceux qui ont triché. Donc, ça, c'est le mauvais côté de la chose. Les tricheurs qui se finiront toujours par se faire trouver malgré la complexité des raisonnements et des réseaux qu'ils peuvent mettre en place pour obfusquer les traces. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, pour les gens normaux qui ont donc une activité légitime sur ces blockchains, ces mêmes traces peuvent constituer une valeur immense. Et c'est pour ça que je veux explorer ce point-là, puisque donc ça fait écho à différentes choses dont on a déjà parlé. Votre historique d'action sur les blockchains a une valeur que vous ne voyez pas encore aujourd'hui, mais que vous verrez demain, si je ne me trompe pas, et que ces narratifs entrent bien en case. Ce qu'il en ressort ici, c'est un système de points, donc qui est pour ma part, on va dire, ici la surface de l'iceberg, mais cette méthodologie de points, elle est basée sur ces prospectives dont je vous parle, c'est-à-dire votre activité passée. Et de comprendre que ce n'est pas l'activité présente qui sera probablement rémunérée la plus importante, de façon la plus importante, mais bien l'activité passée. Autrement dit, les farmers sont ce que ces systèmes de points vont probablement chercher à éviter, ou en tout cas à rémunérer avec différentes pondérations plus faibles que des gens qui auront montré une intention de plus longue durée. Tout simplement pour les raisons que je vous ai toujours dit, la valeur est corrélée à l'action dans le temps. La capacité à s'extraire des mécanismes spéculatifs, c'est le temps qui trie le vrai du faux. Et c'est donc cette durée de l'historique que vous aurez sur une chaîne X ou Y ou sur un testnet X ou Y qui vous permettra probablement de justifier de votre valeur plus que quelqu'un qui vient d'arriver au dernier moment dans l'euphorie du narratif. D'accord? Et de comprendre qu'encore une fois, on le sait d'un point de vue projet, ces systèmes-là sont extrêmement efficaces s'ils sont pilotés correctement. Donc, on va rentrer dans le système des points, on va essayer donc de graviter autour des arguments qui sont soulevés par M. Hayes ici, qui sont donc très intéressants et qui font donc très largement écho à ce que je vous ai dit. Évidemment, si vous parlez anglais, je vous recommande clairement de le lire dans son intégralité. Il commence donc son argumentaire avec la partie Web 2 en comparaison à Web 3, qui est donc une des comparaisons que je vous avais déjà faites largement, pour dire Web 2 concrètement concentrait son idée sur le fait de fournir un service à des individus, de le fournir le plus souvent gratuitement parce que l'activité réelle ou le coût réel de cette activité est tout simplement subsidié, c'est-à-dire qu'on collecte vos informations, on les vend et ça permet de payer le service à votre place. Autrement dit, si vous ne payez pas, c'est vous le produit, c'est bien tout le système Web 2. Et évidemment, derrière, au paroxysme de ce système-là, on se rend compte des profits monumentaux qui peuvent être réalisés par les protocoles qui arrivent à rassembler un certain nombre de monnaies et encore une fois, à les croiser. C'est bien la donnée qui a donné la valeur à ce géant du Web 2 aujourd'hui. C'est bien donc les structures Web 3 que nous avons aujourd'hui qui sont les seules capables de faire tomber l'hégémonie totalement too big to fail de ces géants du numérique qui concrètement possèdent vos données, les exploitent pour des milliards de dollars et évidemment continuent de vous fournir un service gratuit qui détruit toute possibilité de compétition. Puisqu'ici, tout simplement, et on l'avait dit, le problème actuel du Web 2, c'est qu'il y a donc un gap énormément puissant entre la capacité de n'importe quel nouveau projet d'entrer en compétition avec ces géants du Web 2 qui profitent donc d'effets de réseau sur la collection des données historiques et maintenue et régulière depuis des années, qu'ils peuvent donc agglomérer face à des compétiteurs qui ne peuvent pas, évidemment, donc obtenir la valeur covalente de ces données, ne les ayant pas. Dans ce cas-là, ils doivent donc connecter de nouvelles données, attirer ces données, mais la plupart du temps, le coût infrastructurel de ce service est tellement élevé qu'ils ne peuvent généralement pas opérer à perte bien longtemps. Ces entreprises, la plupart du temps, finissent soit rachetées
par le géant du fameux Web 2, soit tout simplement en cessation de paiement et en liquidation derrière. Donc le principal problème qu'on a, c'est une impossibilité d'émergence de la concurrence, parce que soit derrière on est entré dans un modèle dans lequel la simple idée de concurrence étant totalement nulle et non probable, les boîtes en question qui pourraient apporter quelque chose décident généralement très rapidement d'accepter d'être vendues avec un joli parachute à la maison mère, qui incorpore donc toute possibilité de compétition. On se retrouve donc dans un environnement de totale autarcie, dans laquelle concrètement on est too big to fail, la plupart des profits concentrent vers ces trous noirs, toute velléité de compétition est détruite dans l'œuf puisqu'elle est généralement rachetée. Donc très probable que ces systèmes-là n'aient pas de solutions futures autres que la destruction de leur business model à la source, c'est-à-dire leur avantage compétitif sur la donnée. Si en fait demain vous utilisez des protocoles qui collectent cette donnée de façon visible par tout le monde, concrètement plus personne ne peut en exploiter la valeur privée. C'est dans ce cas-là une réappropriation de ces données par l'utilisateur qui décide ou non de fournir son information à la vue de toutes et tous. Cette information, dans ce cas-là, est utilisée en reverse engineer, et comme je vous dis, dans ce cas-là, quand on parle de réappropriation de la donnée au niveau de l'utilisateur, c'est parce que tout simplement, dans ce cas-là, toute personne tentant de collecter ces informations doit, dans ce cas-là, demander l'approbation de votre wallet. Autrement dit, les informations sont visibles, mais pour y accéder, les applications on-chain doivent demander votre approbation. D'accord ? Évidemment, il y a toujours le système de collecting de données qui sera fait par la sphère privée, mais là, encore une fois, la compétition sera remise sur un pied d'égalité. Tout le monde aura accès à cette même donnée. Certains l'exploiteront évidemment mieux que d'autres, mais en tout cas, ce fameux gap que maintient aujourd'hui le Web 2 et les géants du Web 2 par rapport à toute compétition potentielle va très rapidement se réduire. Voilà un peu le narratif, donc l'intérêt du Web 3, la réappropriation de ces données ou leur divulgation totale sur un système de pseudonymité. Et évidemment, donc basé là-dessus, tout ce qui vient derrière, la decentralized identity, c'est-à-dire on ne sait pas qui vous êtes, mais en attendant, c'est ce que vous faites qui nous intéresse le plus, puisque c'est ce qui nous permet d'extraire, évidemment, des profilages. Ok, donc on fait attention de tout ça, c'est très important donc de bien comprendre, votre activité on-chain est tout sauf privée, n'en croyez absolument rien du tout. Vous avez la possibilité évidemment d'effectuer un reset à tout moment, c'est-à-dire si vous estimez que vous avez donné trop d'informations qui pourraient éventuellement mener à l'identification personnelle de vos wallets, ceci dit si en plus sont associés à des gros montants, vous pouvez immédiatement derrière passer par des solutions de privacy qui effacent la trace historique. La contrepartie de tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est que le coût inhérent de la valeur de vos informations est immédiatement supprimé. Cette information que vous pourriez vendre, d'accord ? Encore une fois, donner l'accès à votre historique et la relier de chaîne en chaîne permet à des gens de collecter cette information qu'ils seront prêts à payer pour obtenir. Et donc, encore une fois, cette information que vous supprimez a probablement une valeur. Et plus évidemment vous avez un profil rare et identifié, plus évidemment votre risque d'être identifié augmente, mais plus la valeur de votre information monte proportionnellement. Donc il va falloir jouer entre ces deux aspects, c'est hyper important de bien comprendre ça. Ça c'est donc par exemple, je vous saute un petit peu, mais donc l'intérêt de bien comprendre la valeur de ces informations. La deuxième chose, c'est de comprendre l'évolution du système à travers le temps, c'est-à-dire on suit des mécanismes qui sont relativement similaires à ce qu'on a connu dans l'ère des IPO, et de bien comprendre donc que là encore c'est dû à un accès asymétrique des informations aux traders indépendants. C'est-à-dire tout simplement ici, un mécanisme financier a été mis en place pour que votre accès à des produits dans leur phase de maturité très jeune ne vous soit littéralement impossible. S'il l'explique très bien ici en quelques points, tout simplement, il s'agit de comprendre donc, que c'est un marché qui extrait de la valeur dans les phases préliminaires de création de valeur des entreprises et qui évidemment se sert de vous pour être la dernière roue du chaos, un petit peu l'exit liquidity, c'est-à-dire la plupart du temps vous faites une IPO, les boîtes ne tiennent pas ou ne produisent réellement plus vraiment de profit à ce stade-là, où il n'y a plus de croissance sur le profit. Bref, concrètement, la plupart des IPO se soldent en général par un flat qui ne sert évidemment qu'à la smart money qui a investi avant à se servir de cette liquidité publique
pour récupérer des profits qui généralement, eux, sont bien plus importants. Donc on fait attention à ces trucs-là, c'est donc tout un marché qui bénéficie effectivement de l'inactivité, de l'inaccessibilité de certaines couches qui évidemment ont complètement commencé à sauter avec le mécanisme des ICO, qui elles en revanche permettaient, selon toute la connerie inimaginable de ce système, évidemment, à des gens d'accéder à des phases préliminaires de stratégie investissement type venture capital ou même carrément pre-seed investment. Donc là, on est carrément sur des choses un petit peu plus compréhensibles, mais de dire, ce qui est intéressant ici, c'est donc l'évolution. La conclusion qu'en tire M. Hayes dans son rapport, c'est simplement de dire que les différentes étapes de maturité de ce système sont en soi plus ou moins logiques. On part déjà de la création effectivement d'une unité de valeur qui est entièrement numérique, c'est la création de Bitcoin, puis arrive la capacité donc de programmer et de faire des choses et de lever éventuellement des fonds, c'est donc la première apparition des différentes ICO, notamment celle d'Ethereum, etc. Il retrace un petit peu tout ça pour dire, voilà, selon l'historique de ce truc-là, à ce moment-là, un projet pouvait lever directement des fonds, bypassant donc totalement ce système d'IPO avec cette rétrospective d'ICO. Il traduit donc l'ICO Mania de 2017, derrière la mania des yield farming, dont je vous parlais juste avant sur la partie 2021. Tout ça pour expliquer comment on arrive aujourd'hui dans ce fameux système qui est très probablement market fit et, pour des raisons compréhensibles, d'évolution naturelle de ces systèmes, un système basé sur les points. En fait, apprenant des erreurs passées, tout en commettant probablement des erreurs futures, voilà un peu comment le système de points pourrait être basé, et en tout cas selon la vision de M. Hayes. Le système serait donc basé sur une rémunération des tokens, non plus simplement en fonction de l'utilisation du protocole en temps réel, à savoir donc si je fais ça, j'obtiens tout de suite un token, ce qui permet d'attirer de plus en plus. Là, on se base plutôt donc soit sur une émission en testnet, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous avez une activité on-chain qui n'est pas nécessairement rémunérée immédiatement, mais qui est rémunérée par la promesse future de ce système-là. Dans ce cas-là, le protocole en question, ou l'entreprise, ou peu importe, retrouve un contrôle total sur ce qu'il se passe à l'intérieur. J'essaie de retrouver l'endroit où c'était. Voilà, ok. Donc bien de comprendre ces différents paramètres qui font que ce système est bien plus granulaire et bien plus profitable pour les différentes sociétés qui pourraient se lancer sur des infrastructures blockchain, puisqu'évidemment, tout simplement, ceci ne constitue en aucun cas un contrat tangible, puisque tout simplement, il n'y a que rien d'autre qu'une promesse. C'est-à-dire, tout simplement, vous collectez des points qui n'ont aucune valeur financière ni aucune valeur collatérale. Ces points ne sont que la représentation de l'activité que vous réalisez réellement aujourd'hui et qui doit être visible on-chain. Y a-t-il une forme quelconque de valeur échangée pour les points de ce projet de façon initiale? Non. Est-ce que le projet bénéficie d'une flexibilité totale quant à la conversion de ces points en éventuels tokens hypothétiques à la fin? Éventuellement, oui. C'est donc important de comprendre que ici, le projet reprend le contrôle total du narratif. Il n'est plus simplement en train de distribuer des tokens immédiatement sous forme d'incentive, comme on avait pu le voir dans la mania des yield farming, où concrètement ici on avait donc des activités purement fictives et complètement en cercle fermé dans le simple but d'extraire une valeur de court terme, dumper, et évidemment tout ça, on l'a vu, fonctionnait très bien quand la valeur collatérale des jetons qui étaient distribués était à la hausse, et ce qui permettait même à certains de farmer en perte sur le protocole en question, mais de compenser ça par un gain net à la sortie, à la condition évidemment de vendre ce token à un prix suffisamment élevé. Bon, ce qu'on a vu évidemment, c'est que très largement une bonne partie des gens ont gardé ces tokens pensant que ça allait monter to the moon, puis quand le bear market est arrivé, les tokens se sont effondrés, l'activité en même temps, et c'était donc le double effet qui se coule, mais dans l'autre sens. Au lieu de voir un token qui monte en même temps qu'une activité incentivisée qui monte, mais des gens qui accumulaient des profits compoundés sur un token à la valeur somme toute plus qu'aléatoire, se sont évidemment mangés les dents dans le cycle baissier. Donc, révélant la réalité des choses, ces choses-là étaient souvent basées sur des activités purement opérantes à perte. C'est ce que je vous dis souvent, quand un protocole dépense X fois plus que ce qu'il génère réellement comme revenu, il travaille concrètement à perte. Il dépense de l'argent pour tirer et tendre vers zéro. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la gravité fasse effet sur ces tokens. D'accord ? Attention à ça. Le système de points en soi est une amélioration de ce système puisqu'il permet de générer de l'activité réelle sans distribuer quoi que ce soit.
si ce n'est la promesse hypothétique d'une chose dont vous n'avez aucune connaissance de l'amplitude, puisque vous ne maîtrisez pas le taux de conversion de ces point to tokens, vous ne faites en soi qu'imaginer que ça va fonctionner. La beauté de ce système, c'est que si le système de collecte de points révèle certaines asymétries en cours de route, le correctif peut être appliqué avant l'allocation. Ce qui permet donc évidemment là de corriger tous les biais typiques des attaques civiles de personnes faisant par exemple des centaines et des centaines de comptes pour farmer un airdrop au mécanisme parfois mal ajusté. Donc il faut faire attention, ce système-là propose des avantages, l'inconvénient c'est que pour ma part ça risque de créer énormément de distorsions sur ce cycle avec beaucoup d'activités totalement incentiviser mais indirectement, c'est-à-dire non pas répliquer les erreurs de 2021, avec donc des tokens qui vont s'écrouler complètement derrière après des hausses complètement artificielles de ce double effet qui se coule, hein, donc d'un token qui monte et d'une activité slash TVL slash tout ce que vous voulez qui monte, puisque tout le monde vient farmer le token qui monte, et ce double effet hyper spéculatif qui évidemment a le même effet rétroactif dans l'autre sens après. Hein, donc concrètement, ça monte très vite puis ça descend très vite et on n'a rien déplacé réellement en termes de valeur. On n'a fait que faire tourner des protocoles à perte qui évidemment sont revenus vers leur valeur réelle qui a toujours été de tendre vers zéro s'ils ne sont pas capables derrière, post-incentivisation, de maintenir un niveau de revenu suffisant. Ok ? Donc concrètement, dépenser sans gagner, c'est clair, net et précis, c'est pas de l'argent magique, ça tire vers zéro si tu n'arrives pas très rapidement à supplanter cette dépense par des revenus réels. Ce que nous dit ce système de points, c'est concrètement on est capable de créer une activité basée sur la pure recherche spéculative d'un profit futur, tout en ayant la flexibilité de modifier en cours de route tout ceci et en gardant en tout point la capacité d'échapper évidemment au réglementateur, puisque donc là il n'y a pas de token distribué, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a rien d'autre qu'un contrat moral qui est émis, qui n'a aucune valeur juridique bien entendu, qui est donc et échappe en plus de ça au réglementateur, se permettant derrière de vérifier si oui ou non l'incentive peut réussir à être profitable ou non pour le projet. S'en suivra donc derrière deux finalités, une disparition, rug pull, c'est-à-dire encore une fois là vous allez engager du risque et probablement du capital réel pour gagner des points, et si ces points tournent mal, clairement le projet va se barrer tranquillement. Évidemment, là encore une fois, gros red flag, si vous chassez tous ces airdrops à points et que vous allez partout, vous allez clairement prendre bien plus de risques que les rewards que vous pourriez récupérer. C'est la raison principale pour laquelle je vous avais dit d'être très prudent dans la sélectivité des airdrops sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il y en aura probablement tellement que vous n'aurez que l'embarras du choix. La raison dans laquelle je m'inscris personnellement, c'est que ce système de points doit principalement être basé sur votre activité historique. Tout ce qui sera basé sur de l'activité récente, si c'est sur un testnet, ok, dans ce cas-là, il va falloir que le projet vous intéresse en tant que tel, et il va falloir chercher à générer des points de façon intelligente. Toute attaque cible du type, je viens sur une journée, je réalise 50 transactions d'aller-retour sur le machin, ça ne générera probablement aucun point, puisque ce système de distribution par points sera très rapidement en identification des asymétries. Il va très rapidement détecter l'accumulation de points sur tel ou tel type d'activité, corriger ce système a posteriori, avant éventuellement et sans promesse quelle qu'elle soit, de distribuer réellement un token. Autrement dit, cette fois, vous en tant qu'utilisateur, vous êtes clairement du mauvais côté de la pièce. Vous allez prendre des risques s'il s'agit d'exposer du capital. Donc, si c'est sur un testnet, la seule chose que vous exposez, c'est surtout du temps. Et n'oubliez pas votre capacité à signer des transactions de merde. N'oubliez pas encore une fois que la promesse d'un airdrop, c'est aussi une des meilleures façons qu'on utilisera dans le futur pour vous faire signer des transactions involontaires. Faites attention, on l'a déjà dit par exemple aux OZ et aux trucs comme ça. Faites très attention aux signatures que vous passez. Surtout quand il s'agit d'activités répétées. Je ne le dirai jamais assez, c'est de loin la meilleure technique pour arnaquer des gens et leur faire signer des transactions sans qu'ils le voient. Concrètement, vous faites la même chose depuis 10 jours parce que vous farmez cet airdrop tous les jours et le 11e, le front-end change. Vous cliquez sur le truc sur lequel vous avez déjà cliqué les 10 jours auparavant, sauf que cette fois, un petit détail change dans la transaction et boum, tous vos tokens dégagent. Donc attention encore une fois avec ces délires, d'accord ? Si vous faites du testnet, vous devez faire et vérifier les transactions de ce testnet. Là encore une fois, la viabilité du projet réduira considérablement la probabilité de se faire attaquer de cette sorte. Donc ne diversifiez pas trop, n'allez pas me faire les VC
expérimentaux de airdrop farming en allant partout. Encore une fois, la probabilité non seulement de signer une transaction frauduleuse sera conséquente et irréversible, mais en plus de ça, vous risquez surtout de perdre un temps fou sur des promesses. Cette fois, vous n'aurez même pas la délivrance de quoi que ce soit, si ce n'est ces points qui n'auront de valeur que la promesse qui y serait attachée. Et cette promesse, elle n'est absolument pas gravée dans le marbre. Donc faites très très attention. Surtout, comme je vous l'ai donné la dernière fois, mes modèles personnellement m'invitent à penser que ce système de points sont non seulement market fits, qu'ils survivront clairement à cette phase que j'envisage être complètement stupide et dangereuse, mais la réalité, c'est que c'est probablement le signe d'une révolution future qui restera. Ces systèmes de points basés sur des activités on-chain à la fois historiques et réalisées en temps réel vous permettent de voir votre impact sur ce système de points, tout en n'oubliant pas qu'il peut tout à fait être modifié a posteriori. Mais surtout, comme je vous le dis, ceux qui ont probablement de la valeur sont ceux qui octroieront un poids significatif des points dans le passé. Ceux-là même qui traduisent de votre volonté de long terme et donc plus probablement de votre valeur. La valeur étant ce qui différencie la spéculation qui est basée sur des cycles court-termistes face à la valeur de long terme, qui est donc des cycles beaucoup plus durables. Autrement dit, normalement, des airdrops de qualité doivent rechercher des blockchains qui ont de l'historique et demander votre information sur ces blockchains. Concrètement, pour ma part, même si ça n'a pas de lien, direct ou indirect, un projet doit vous demander de connecter un maximum de points sur votre profil. Il doit vous demander, par exemple, l'accès à votre wallet Ethereum. Regardez derrière toute l'activité que vous avez fait en conséquence sur les différents layers 2. Dressez un profil de votre activité sur l'EVM en général. Éventuellement, probablement connecter votre wallet Cosmos et regardez l'activité que vous avez sur la dérivation de votre chaîne, par exemple, principale. En regardant simplement votre adresse Atom, je peux dériver l'intégralité de vos adresses sur toutes les chaînes Cosmos et savoir ce que vous y avez fait. C'est essentiel de comprendre que ce sera probablement une valeur dérivée de l'information que vous avez produite et dont une large partie de la valeur sera associée à la durabilité et à l'antidatage des actions réalisées dans le passé. Et si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi ça fait déjà des mois que je vous bourre le crâne pour vous dire ne faites pas n'importe quoi sur les blockchains, profitez de ce bear market pour prouver votre légitimité en tant que holder. Si votre profil est ce que vous prétendez être et qu'il intéresse des annonceurs ou des ICO ou des IPO ou des peu importe, ces gens vous demanderont cette information et en la fournissant, vous récupérerez ces précieux points. Ces précieux points qui ne valent pas grand-chose, mais à la différence d'une personne qui va devoir dépenser une énergie colossale à court terme, pour une rémunération qui sera probablement inférieure à la vôtre si vous fournissez des informations de long terme, vous permet de jouer les deux. C'est-à-dire qu'en soi, les projets spéculatifs vont chercher des spéculateurs. Vous pouvez choisir ou non d'y participer à court terme, selon votre propre process de sélection, et je ne le redirai jamais assez, n'allez pas partout. Mais vous aurez surtout la possibilité unique de participer à des airdrops qui vont targeter des holders. Et pour ça, il faudra prouver votre profil de holder. Et ça, encore une fois, ça ne peut pas être créé ex nihilo. Ça a une valeur qu'aujourd'hui peu de gens comprennent, à mon avis, mais comprendront très vite demain. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas faire des allers-retours avec vos tokens, de ne pas jouer à l'achat-vente, de ne pas vous positionner sur des produits dérivés, mais bien de posséder le token en tant que tel, de l'utiliser pour ce pourquoi il a été fait. La plupart des tokens sont associés à une utilité. Si vous ne faites que prendre le token et le staker pensant que ça vous donnera des airdrops, les airdrops associés sont probablement de faible qualité. Ce qui va devoir être justifié demain, c'est l'utilisation réelle de la blockchain, qui permettra de profiler votre activité et votre caractère on-chain. Et les gens qui rechercheront ce type de profil seront prêts à vous rémunérer si vous acceptez de leur prouver votre légitimité. Donc, je ne le redirai jamais assez, ce système de points, c'est probablement la prochaine révolution du cycle. Oui, ça va probablement être en conjonction avec le cycle stupide de délire spéculatif d'airdrop que je vois circuler partout. Mais je pense que non seulement la plupart de ces airdrops vont de plus en plus passer sur un système de points, d'accord ? Et on l'a déjà vu, par exemple, Celestia a utilisé des systèmes de points sous forme de multiplicateurs, qui là était donc basé par rapport aux différents stakes que vous aviez, et ces multiplicateurs étaient basés sur des actions à réaliser qui permettaient d'obtenir une forme de coefficient.
Hein, je vous rappelle, c'est comme ça que fonctionnait l'airdrop de Celestia, airdrop qui a d'ailleurs été copié de mémoire par Namada, qui a donc pas simplement pris le stake d'Atom que vous aviez ou autre token qui était éligible dans ce système-là, mais tout simplement ici donc de prendre ce chiffre brut, d'y appliquer un multiplicateur en fonction du fait que vous ayez ou non voté sur la gouvernance, que vous ayez ou non staké depuis X années, enfin depuis une durée supérieure. Ces différents coefficients servent à profiler et à produire un système de points, puisqu'encore une fois, là vous obtenez à la fois, à la fin, un point, un nombre de points qui, référencé par rapport au nombre de gens qui claiment, vous donne derrière un montant calculé. En soi, derrière l'airdrop de Celestia, c'est un système de points. Ça n'a peut-être pas été communiqué en tant que tel, mais ça l'est. C'était fonctionnel clairement sur des activités approuvées on-chain pour justifier ou non de l'octroi de certains coefficients multiplicateurs basés sur un stake. C'est ce que vous avez vu pour beaucoup, par exemple, sur Eigenlayer actuellement, qui collecte des points proportionnels à l'historique de l'arrivée des gens. Les gens étant arrivés en premier, ayant donc bien plus de points accumulés que ceux qui arrivent en dernier. Là encore, c'est un mécanisme qui rémunère l'antériorité de vos actions. Bien comprendre donc que nous avançons vers ce monde-là, et que, pour ma part, l'activité passée devra justifier assez considérablement votre engagement et pas uniquement sur la période de collecte de ces informations. Autrement dit, pour moi, l'information qui a le plus de valeur, ce n'est pas celle sur laquelle vous pouvez aller agir aujourd'hui. Elle est importante, certes, mais elle traduit un engagement de court terme. Celle qui est infalsifiable, c'est la preuve qui montre que vous étiez là depuis longtemps. Voilà pourquoi je critique ouvertement les gens qui changent de wallet pour obfusquer leur historique. Ils passent à côté d'une valeur probablement qu'ils sont bien loin de mesurer. La valeur réelle de vos portefeuilles crypto, vous n'allez la connaître probablement qu'à la fin de ce cycle. Quand de la folie spéculative et dangereuse des différents airdrops à tokenisation à points promis, va probablement émerger une poignée d'airdrops colossaux aux pratiques bien futures et avant-gardistes qui, elles, probablement subsisteront bien au-delà du cycle qui viendra. Je rappellerai d'ailleurs en dernière conclusion que ce cycle n'a pas encore commencé, qu'on en voit les prémices et que déjà effectivement certains narratifs semblent s'installer de façon assez visible, notamment ces airdrops, mais attention encore une fois. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de comprendre la nature des différentes tendances qui pourraient émerger au niveau donc de ces nouveaux systèmes de distribution de valeur qui, pour ma part, aujourd'hui sont basés sur des activités court-termistes et spéculatives. Je pense que les tokens de valeur vont utiliser des solutions antidatées d'activités on-chain, pas nécessairement liées au protocole en lui-même. Je fais référence ici par exemple à Eigenlayer. Beaucoup de gens pensent que seuls les points Eigenlayer ne seront comptés pour la distribution d'un hypothétique airdrop, puisque je le rappelle, c'est hypothétique. Je pense que d'une, c'est faux, et que deux, si Eigenlayer est bien aussi professionnel que je le pense, ils vont rémunérer bien d'autres types d'activités qui sont bien antérieures à la création d'Eigenlayer. Ok? Donc, encore une fois, faites attention à votre activité on-chain. Elle traduit bien plus de qui vous êtes que vous ne le croyez. Et la personne que vous êtes on-chain a bien plus de valeur que vous ne le croyez aussi. Ceux qui seront capables d'exploiter cette valeur durant ce cycle sont pour moi ceux qui méritent le plus votre attention. Et je terminerai donc en vous expliquant pourquoi je vous avais dit qu'il faut donc prêter plus d'attention à ceux qui vont prendre beaucoup de précautions dans la distribution de leur système de points. Plus le système est simpliste et en rémunération des actions court-termistes des derniers arrivés spéculatifs, plus pour ma part, la nature même du token qui sera potentiellement airdroppé le sera également. En revanche, les projets qui ont une valeur de long terme le traduiront très probablement dans la complexité et l'antidatage de leur système de distribution de points. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture si vous allez au-delà de ce blabla pour lire le texte original. Mais clairement, hein, je le redirai jamais assez, les airdrops, c'est un narratif qui, pour ma part, a tout le loisir de s'exprimer clairement sur le cycle à venir, bien au-delà des délires spéculatifs, du gaming et tout ça, tout ça. Je pense clairement que les airdrops, c'est plus qu'un narratif, puisque des actions concrètes ont déjà été menées dans ce sens, qui témoignent déjà de l'émergence de cette fameuse tendance dont je parle. Et je peux me planter, bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, il est peu probable que ce soit le cas, étant donné les différents points de données qui vont pour l'instant tous dans ce sens. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et à bientôt. Ciao, ciao.